Bonjour, esprit de curieux. Bienvenue dans ce voyage intellectuel. Aujourd'hui, nous allons explorer une idée qui pourrait changer à jamais la façon dont vous percevez votre téléphone, votre ordinateur et votre propre vie numérique. Une idée aussi simple qu'effrayante qui nous poussera à remettre en question les fondements même de notre ère moderne. Vous êtes-vous déjà demandé si toute cette liberté que vous ressentez sur Internet, cette capacité à vous connecter avec n'importe qui, à accéder à l'intégralité du savoir humain, est vraiment de la liberté? Ou si, au contraire, c'est la forme d'asservissement la plus sophistiquée que l'histoire ait jamais connue? À première vue, la réponse semble évidente. Bien sûr que nous sommes plus libres. Nous pouvons travailler depuis chez nous, acquérir n'importe quelle compétence, exprimer nos opinions au monde entier. Jamais auparavant, l'individu n'avait eu autant de pouvoir apparent au bout de ses doigts. Mais c'est précisément dans ce apparent que se cache le piège. Pour comprendre cela, nous devons d'abord évoquer une vieille idée philosophique, le concept du panoptique. Il fut imaginé par le philosophe Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Imaginez une prison circulaire avec une tour de guet en son centre. Le surveillant peut voir tous les prisonniers, mais ceux-ci ignorent s'ils sont observés. Le résultat de cette conception est que les prisonniers se comportent comme s'ils étaient constamment sous surveillance. Ils finissent par réguler leur propre comportement. Ils deviennent leur propre geôlier. Cette idée, proposée il y a des siècles, est la pierre angulaire pour comprendre notre réalité numérique actuelle. Maintenant, pensez à votre vie en ligne. Chaque clic, chaque j'aime, chaque recherche, chaque seconde passée à regarder une vidéo est enregistrée. Il n'y a pas de tour centrale physique, mais il existe quelque chose de bien plus puissant. Un système de surveillance invisible et omniprésent qui documente absolument tout. Les grandes corporations technologiques et les gouvernements ont accès à une quantité d'informations sur nous qui aurait fait pâlir d'envie n'importe quel tyran de l'histoire. Ils connaissent nos peurs, nos désirs, nos inclinations politiques, nos faiblesses, et nous le leur donnons volontairement. Nous ne ressentons pas le poids de cette surveillance parce qu'elle est subtile, intégrée à des services que nous adorons et qui nous facilitent la vie. C'est une surveillance qui ne punit pas par la violence physique, mais qui façonne subtilement notre comportement à travers l'information qu'elle nous présente. Et c'est ici qu'entrent en jeu les algorithmes. Un algorithme est, en termes simples, un ensemble de règles ou d'instructions conçues pour résoudre un problème. Sur les réseaux sociaux et les plateformes de contenu, leur unique objectif est de maintenir votre attention le plus longtemps possible. Pour y parvenir, l'algorithme vous étudie, il apprend ce que vous aimez, ce qui vous irrite, ce qui vous surprend. Et ensuite, il commence à construire un univers numérique sur mesure pour vous. Il ne vous montre que le contenu qui renforce vos croyances existantes et qui maximise votre interaction émotionnelle avec la plateforme. Ce phénomène est connu sous le nom de bulle de filtre ou de chambre d'écho. Vous vivez dans une réalité informative personnalisée où vous êtes presque jamais exposé à des idées qui remettent en question votre vision du monde. Vous croyez explorer un univers infini d'informations, mais en réalité, vous déambulez dans un couloir conçu uniquement pour vous. Les conséquences de cela sont profondes. La polarisation sociale s'accentue fortement, car nous ne partageons plus une réalité commune avec ceux qui pensent différemment. Le débat devient impossible quand chaque personne vit dans son propre univers de faits, confirmé par son algorithme personnel. Mais la manipulation va bien au-delà de la politique. Les algorithmes façonnent non seulement ce que nous pensons, mais aussi ce que nous désirons. Ils vous montrent des produits juste quand vous êtes le plus vulnérable. Ils vous suggèrent des styles de vie qui vous donnent un sentiment d'insatisfaction avec le vôtre. Ils créent des besoins dont vous ignoriez l'existence. Nous devenons des consommateurs prévisibles. Notre prétendue liberté de choix se réduit à choisir parmi les options qu'un système a présélectionnées pour nous, en se basant sur un profil psychologique incroyablement détaillé que nous avons nous-mêmes aidé à construire, clic après clic. Réfléchissez-y un instant. Le modèle économique de beaucoup de ces plateformes repose sur l'économie de l'attention. Si vous ne payez pas pour le produit, c'est que vous êtes le produit. Votre attention, votre temps et vos données sont les biens qui se vendent au plus offrant, qu'il s'agisse d'annonceurs ou d'acteurs politiques. Pour nous maintenir accros, ces applications sont conçues selon les mêmes principes que les machines à sous. Des chercheurs en neurosciences ont confirmé que les notifications, les j'aime et le défilement infini activent les centres de récompense de notre cerveau, libérant de la dopamine. La dopamine est un neurotransmetteur associé au plaisir et à la motivation. Ce système de récompense variable et intermittente crée une boucle de compulsion. Nous consultons notre téléphone encore et encore à la recherche de cette petite dose de validation chimique, de cette petite surprise dans notre fil d'actualité. Ce n'est pas un manque de volonté de votre part, c'est le résultat d'une conception incroyablement sophistiquée, créée par des équipes d'ingénieurs et de psychologues dont le travail est précisément de capturer et de retenir votre conscience. C'est une bataille pour votre esprit qui se livre à chaque seconde de la journée.
Cette connexion constante, paradoxalement, peut aussi générer une profonde sensation de solitude et d'aliénation. L'aliénation est un concept sociologique qui décrit le sentiment d'être isolé d'un groupe ou d'une activité auquel on devrait appartenir, se sentir étranger à sa propre vie. Nous voyons des versions idéalisées et édulcorées de la vie des autres, ce qui nous pousse à nous comparer constamment et à ressentir que notre propre vie est insuffisante. Nous avons des centaines ou des milliers d'amis en ligne, mais la qualité des interactions humaines réelles et profondes diminue souvent. Nous sommes connectés à un réseau global, mais déconnectés de nous-mêmes, de nos communautés locales et des personnes qui sont juste à côté de nous. La communication devient performative, une performance pour une audience invisible plutôt qu'une connexion authentique. Attention, il ne s'agit pas de diaboliser la technologie. Les outils numériques ont apporté des bénéfices indéniables à l'humanité, en démocratisant le savoir et en permettant des connexions auparavant impossibles. Le problème n'est pas l'outil en soi, mais le système qui l'anime et ses objectifs cachés. Le système actuel n'est pas optimisé pour notre bien-être, mais pour l'extraction de notre attention. Notre croissance personnelle, notre santé mentale et notre autonomie ne sont pas les variables principales dans l'équation des algorithmes qui régissent notre expérience numérique. Et ainsi, nous revenons à la question initiale. Sommes-nous libres? La liberté exige l'autonomie, la capacité à prendre des décisions conscientes et délibérées. Mais à quel point une décision est-elle autonome lorsqu'elle a été subtilement influencée par un système conçu pour prédire et façonner vos désirs? Voici le constat le plus révélateur. La cage la plus parfaite n'est pas celle qui a des barreaux de fer, mais une cage invisible, construite avec les briques de nos propres habitudes et désirs. Une prison où le prisonnier ignore qu'il est enfermé et, de fait, croit que c'est l'endroit le plus libre du monde. Nos chaînes ne sont pas en métal. Ce sont des chaînes psychologiques forgées avec chaque notification qui nous procure un shoot de dopamine, avec chaque vidéo que l'algorithme nous recommande, avec chaque nouvelle qui confirme nos biais. Ce sont des chaînes que nous ne sentons pas, et c'est pourquoi elles sont les plus efficaces. Le grand asservissement de notre ère n'est ni bruyant ni violent. C'est un asservissement silencieux, volontaire et participatif. Nous le façonnons chaque jour avec notre activité en ligne, en renforçant les parois de notre propre bulle, en nourrissant le système qui nous étudie et nous guide. Nous avons délégué des parties critiques de notre prise de décision à des systèmes automatisés. Quoi regarder, quoi lire, quoi acheter, qui écouter. Nous faisons confiance à ces systèmes pour nous connaître mieux que nous-mêmes. Et dans de nombreux cas, grâce aux données massives, ils pourraient bien avoir raison. Cela nous mène à une forme de déterminisme algorithmique où notre futur et nos actions deviennent de plus en plus prévisibles, non pas parce que nous y sommes contraints, mais parce que nous sommes guidés efficacement par le chemin de moindre résistance cognitive, le chemin que l'algorithme a pavé pour nous. La pensée critique, la capacité à questionner et à chercher des perspectives différentes, s'atrophie dans un environnement qui nous donne constamment raison. La sérendipité, la découverte heureuse par accident, disparaît lorsque chaque étape de notre exploration numérique est chorégraphiée. L'illusion de liberté est maintenue parce que nous avons toujours la possibilité d'éteindre notre téléphone, de fermer notre ordinateur. Mais ce choix devient de plus en plus difficile. Notre vie sociale, professionnelle et personnelle est tellement entrelacée avec le monde numérique que se déconnecter ressemble à un exil auto-imposé. Cette dépendance crée une nouvelle forme de pouvoir. Un pouvoir qui n'a pas besoin de la force brute, mais du contrôle sur l'infrastructure de la communication et de l'information. Qui contrôle le flux d'informations? Contrôle la perception de la réalité de millions de personnes. Le problème est que ce pouvoir est concentré entre très peu de mains au sein de corporations dont les intérêts commerciaux ne s'alignent pas toujours avec le bien commun. Et tout cela opère sous un voile de complexité technique qui le rend inaccessible et incompréhensible pour la majorité de la population. Nous sommes confrontés à une asymétrie de pouvoir sans précédent. Ils savent tout sur nous alors que nous en savons très peu sur eux et sur le fonctionnement de leur système. Cette inégalité de connaissances est la base de toute forme de contrôle et de manipulation efficace. Alors que pouvons-nous faire? Sommes-nous condamnés à être des marionnettes dans ce théâtre numérique? Pas nécessairement. Le premier pas et le plus crucial est la conscience. Comprendre la nature de cette cage invisible est le premier acte pour pouvoir la transcender. Être conscient de la façon dont fonctionnent les algorithmes, que notre fil d'actualité n'est pas une représentation neutre de la réalité, mais une construction conçue pour nous maintenir accros. Cette conscience nous permet de prendre de la distance et de commencer à questionner ce que nous voyons et pourquoi nous le voyons. Le second pas est de cultiver l'hygiène numérique. Cela signifie prendre le contrôle actif de notre attention, désactiver les notifications non essentielles, établir des horaires pour utiliser certaines applications et rechercher consciemment des sources d'informations et des perspectives qui défitent nos croyances. Il s'agit de passer d'un consommateur passif de contenu à un utilisateur intentionnel et critique. Vous demandez avant de cliquer « Pourquoi me montre-t-on ceci ?»
Quelle émotion cherche-t-on à générer en moi? Quelle action veut-on que j'entreprenne après avoir vu ceci? Favoriser les interactions humaines réelles et profondes est un autre antidote puissant. Prioriser une conversation en face à face plutôt que 100 interactions superficielles en ligne. Nous reconnecter avec nos communautés locales, avec la nature, avec des activités qui ne nécessitent pas d'écran. Nous devons également exiger davantage de transparence et de responsabilité des plateformes technologiques. En tant que société, nous avons le droit de savoir comment nos données sont utilisées et comment les algorithmes qui influencent tant nos vies prennent leurs décisions. Ce n'est pas un secret commercial, c'est une question de droit civique. La régulation peut faire partie de la solution, en établissant des limites à la collecte de données et à la conception de fonctionnalités addictives, spécialement pour protéger les plus jeunes. La technologie doit être au service de l'humanité, et non l'humanité au service de la technologie. Rappelons que l'histoire humaine est une lutte constante pour la liberté, une lutte contre différentes formes d'oppression, visibles et invisibles. La bataille actuelle se livre sur le terrain de l'esprit, sur le champ de bataille de l'attention. C'est la frontière de la liberté au XXIe siècle. La liberté numérique réelle n'est pas l'accès illimité à un jardin clôturé et organisé par d'autres. La vraie liberté est l'autonomie mentale. C'est la capacité de former vos propres pensées, de contrôler votre propre attention et de choisir votre propre chemin, même si ce chemin n'est pas celui que l'algorithme vous recommande. Ce n'est pas un appel à abandonner la technologie, mais à la maîtriser, à l'utiliser comme l'outil qu'elle est, sans permettre qu'elle ne devienne notre maître, à être les architectes de notre propre expérience numérique, au lieu d'être de simples habitants d'une architecture conçue pour nous contrôler. La prochaine fois que vous vous trouverez en train de faire un défilement infini, perdu dans une mer de contenu, arrêtez-vous une seconde, respirez et demandez-vous, est-ce moi qui utilise cet outil ou est-ce cet outil qui m'utilise? La réponse à cette question peut être votre premier pas vers la vraie liberté. Pensons au langage que nous utilisons. Nous parlons d'utilisateur, un terme qui s'applique aussi dans le contexte des drogues. Ce n'est pas une coïncidence. Le modèle est conçu pour créer une dépendance, pour que nous revenions encore et encore à la recherche de notre prochaine dose de stimulation numérique. La souveraineté sur notre propre conscience est peut-être le droit humain le plus fondamental. Sans elle, tous les autres droits et libertés perdent leur sens. Si nous ne sommes pas maîtres de nos propres pensées, que nous reste-t-il vraiment? L'avenir n'a pas à être une dystopie de contrôle algorithmique. Nous pouvons imaginer et construire un futur numérique différent. Un écosystème technologique conçu pour enrichir nos vies, favoriser la connexion authentique et potentialiser notre intelligence collective sans nous manipuler. Ce changement ne viendra pas des grandes corporations à elles seules. Il requiert une demande collective, un éveil massif aux mécanismes qui opèrent derrière nos écrans. Il exige que nous valorisions notre attention et notre autonomie autant que nous valorisons notre confort. Au final, le grand paradoxe numérique nous oblige à nous confronter à une question philosophique millénaire. Que signifie être libre? Peut-être que la liberté n'est pas l'absence de restrictions, mais la capacité de choisir consciemment à quoi nous prêtons attention et ce que nous laissons façonner notre esprit. L'information qui nous est cachée est aussi importante que celle qui nous est montrée. Dans notre bulle de filtre, le plus grand contrôle n'est pas la censure directe, mais le silence par omission. Nous ne voyons pas les histoires, les données ou les opinions qui pourraient changer notre perspective parce que l'algorithme a décidé qu'elles n'étaient pas pertinentes pour nous. Ce processus érode notre empathie. Si nous ne sommes jamais exposés aux luttes ou au point de vue de groupes différents du nôtre, nous commençons à les voir non pas comme des personnes complexes, mais comme des caricatures ou des abstractions. L'algorithme, sans le vouloir, devient un moteur de déshumanisation. Un autre aspect à considérer est la mémoire. Nous externalisons notre mémoire aux appareils et au cloud. Nous nous souvenons moins parce que nous savons que l'information est à un clic de distance. Cela nous rend plus dépendants du système et potentiellement moins capables de penser de manière indépendante et de connecter des idées de manière nouvelle. La créativité peut aussi être affectée. Les algorithmes de recommandation nous guident sur des chemins battus en nous suggérant de la musique, des livres ou des films similaires à ce que nous aimons déjà. Cela peut étouffer l'exploration et la découverte de ce qui est véritablement nouveau et révolutionnaire, qui se trouve souvent hors de notre zone de confort. Nous sommes un carrefour. Un chemin nous mène à une plus grande intégration avec ces systèmes, à une société intelligente, où l'efficacité et la personnalisation sont maximales, mais au détriment de notre autonomie et de notre vie privée. C'est un futur de confort contrôlé. L'autre chemin est celui de la souveraineté numérique. Un futur où les outils sont à notre service, où la technologie respecte notre attention et favorise la diversité de pensée. Un chemin plus difficile qui requiert effort, conscience et une lutte constante pour maintenir le contrôle. Le choix entre ces deux futurs ne sera pas pris par un gouvernement ou une entreprise.
Il se prend chaque jour, avec chaque clic, avec chaque décision consciente, de fermer une application ou de rechercher activement une perspective différente. Le futur se construit avec des milliards de petites actions quotidiennes. L'éducation est fondamentale. Nous avons besoin d'une nouvelle littératie, une littératie numérique qui n'enseigne pas seulement à utiliser les outils, mais à comprendre leurs mécanismes internes, leurs biais et leur impact sur nous et sur la société. Nous devons enseigner aux nouvelles générations à être sceptiques et critiques. Le concept d'identité se transforme également dans cet environnement. Nous construisons des avatars numériques, des versions soigneusement sélectionnées et éditées de nous-mêmes. Cette pression pour maintenir une image parfaite peut générer de l'anxiété et une déconnexion entre notre moi réel et notre moi projeté. La gamification de la vie, où les interactions sociales se mesurent en points, j'aime et abonnés, nous transforme en compétiteurs constants pour l'attention. La popularité est valorisée au-dessus de l'authenticité et la connexion devient une métrique à optimiser. Cette pression sociale algorithmique est subtile mais immense. Si une opinion est impopulaire au sein de notre bulle, nous pourrions nous autocensurer pour éviter le conflit ou la perte de statut social numérique. Ainsi, le panoptique se complète, les utilisateurs se surveillant et se régulant mutuellement. Ne sous-estimons pas le pouvoir de l'ennui. Dans le passé, les moments d'inactivité étaient ceux où notre esprit divaguait, faisait des connexions inattendues et était plus créatif. Aujourd'hui, chaque seconde d'ennui potentiel est immédiatement remplie par une stimulation du téléphone. Nous avons perdu l'espace pour l'introspection. Le silence, tant externe qu'interne, est devenu une ressource rare et précieuse. Trouver des moments pour simplement être avec nos propres pensées, sans la médiation d'un algorithme, est un acte radical d'autodéfense dans le monde moderne. Nous devons apprendre à distinguer l'urgent de l'important. Les notifications nous crient que tout est urgent, que nous devons répondre maintenant, voir ceci maintenant. Mais ce qui est véritablement important dans la vie, comme les relations, le travail profond ou la connaissance de soi, est rarement urgent et requiert du temps et une attention ininterrompue. La vie privée a été redéfinie. Auparavant, c'était un droit, le droit à être laissé en paix. Maintenant, pour beaucoup, elle est devenue une transaction. Nous livrons notre vie privée en échange de commodités, de services gratuits. Mais le prix que nous payons n'est pas évident immédiatement. Le prix est la perte d'autonomie, la susceptibilité à la manipulation et la création d'un enregistrement permanent de nos vies qui peut être utilisé contre nous de manière que nous ne pouvons pas encore imaginer. La commodité d'aujourd'hui peut être le joug de demain. La résistance à ce système n'a pas à être un acte de luddite de destruction de la technologie. La résistance la plus efficace est de cultiver un esprit que la technologie ne peut pas facilement hacker. Un esprit critique, conscient et maître de sa propre attention. Soutenir des technologies alternatives et décentralisées qui ne se basent pas sur le modèle d'extraction de données est une autre forme d'action. Rechercher des plateformes qui respectent l'utilisateur, qui sont open source et qui n'ont pas pour unique fin la maximisation du temps d'écran. Demandez-vous, qui bénéficie du fait que je crois cela? Qui gagne de l'argent si je ressens cette émotion? Qui tire profit du fait que je passe mes 10 prochaines minutes à regarder ceci? Suivre la trace de l'argent et du pouvoir révèle souvent la logique cachée derrière notre expérience numérique. La liberté, en dernière instance, est une responsabilité. La responsabilité de penser par nous-mêmes, de chercher la vérité au-delà du confort de notre bulle et de décider consciemment comment et dans quel but nous utilisons les puissants outils que nous avons à notre disposition. Le grand tournant de notre ère est le suivant. L'esclavage moderne ne requiert ni mur ni chaîne physique. Il a seulement besoin d'un environnement suffisamment confortable, divertissant et personnalisé pour que nous ne voulions jamais partir. Un environnement qui nous fait nous sentir libres, tandis qu'il nous façonne silencieusement. Nous ne sommes pas prisonniers d'une force externe qui nous hait. Nous sommes participants à un système qui nous complaît jusqu'à la soumission. Le gardien de notre prison numérique n'est pas un tyran. C'est un algorithme qui ne veut que nous donner exactement ce qu'il pense que nous voulons, encore et encore. Le véritable piège n'est pas qu'on nous surveille, c'est qu'on nous surveille pour nous comprendre mieux que nous-mêmes et utiliser cette connaissance pour nous guider sur des chemins prévisibles qui bénéficient à d'autres. La manipulation est si parfaite qu'elle se ressent comme du libre arbitre. La commodité est le nouvel opium du peuple. Nous restons dociles et distraits, non par la menace de punition, mais par la promesse constante de la prochaine vidéo virale, de la prochaine notification, du prochain petit shoot de dopamine. C'est un contrôle doux, mais immensément puissant. Nous avons échangé l'incertitude et la complexité de la vie réelle contre la certitude et la simplicité d'un monde algorithmiquement organisé. Mais dans cet échange, nous courons le risque de perdre notre capacité à faire face à l'ambiguïté, à la différence et à la véritable aventure de la découverte. L'ironie finale est que, dans notre quête de connexion globale,
nous avons construit un système qui nous isole individuellement dans des bulles parfaites, connectés à tout, mais sans contact réel avec rien qui nous défie ou nous fasse grandir de manières inattendues. Récupérer notre liberté numérique n'est pas une question de technologie, mais de philosophie personnelle. C'est décider en tant qu'individu et en tant que société que la conscience humaine est trop précieuse pour être traitée comme une simple marchandise à être extraite et vendue. Cette conscience ne nous rend pas libres du jour au lendemain, mais elle nous transforme de prisonniers inconscients en prisonniers qui connaissent l'existence des murs. Et ce n'est que lorsque vous connaissez les murs que vous pouvez commencer à planifier votre évasion ou, mieux encore, à les abattre. La bataille pour l'esprit humain bat son plein. Elle est silencieuse, invisible et se livre sur les écrans que nous portons dans nos poches. Et dans cette bataille, notre attention n'est pas seulement le prix, c'est le champ de bataille lui-même. Au final, la technologie est un miroir qui reflète et amplifie ce que nous sommes déjà. Si nous sommes des consommateurs passifs, elle nous transformera en super-consommateurs. Si nous sommes des citoyens critiques et conscients, elle peut devenir le plus grand outil de libération que le monde ait connu. Il ne s'agit pas de vivre dans la peur de la technologie, mais avec un profond respect pour le pouvoir qu'elle exerce sur notre psychologie. Il s'agit de l'aborder avec la même prudence et conscience que nous aborderions toute force capable de remodeler notre perception de la réalité. L'humanisme numérique doit être notre boussole. L'idée que la technologie doit être conçue pour compléter nos forces en tant qu'êtres humains, comme la créativité, l'empathie et la pensée critique, plutôt que d'exploiter nos faiblesses, comme l'addiction et le biais de confirmation. Chaque fois que vous choisissez de lire un livre au lieu de faire défiler, chaque fois que vous avez une conversation profonde au lieu d'une discussion superficielle en ligne, vous émettez un vote. Vous déclarez que votre esprit n'est pas à vendre. Cette lutte pour l'attention est la lutte pour définir ce que signifie être humain au XXIe siècle. Sommes-nous de simples nœuds dans un réseau, des processeurs d'informations à optimiser? Ou sommes-nous des êtres autonomes avec une vie intérieure riche, capables de diriger notre propre conscience? La liberté n'est pas un état final, c'est une pratique continue. C'est l'exercice quotidien de la conscience, du choix et de l'intention. À l'ère numérique, cette pratique est plus difficile et plus nécessaire que jamais. N'attendons pas qu'un régulateur ou un politicien nous sauve. Le changement commence par la souveraineté de notre propre écran, par la décision de quel contenu consommer, comment interagir avec lui et quand, simplement, tout éteindre et regarder le monde avec nos propres yeux. Ainsi, la prochaine fois que vous prendrez votre téléphone, rappelez-vous la cage invisible. Rappelez-vous le pouvoir que vous avez d'affirmer votre autonomie à chaque choix. Votre attention est votre plus grand pouvoir. Ne le donnez pas à la légère. En conclusion, notre liberté numérique est une illusion si nous ne l'exerçons pas avec une conscience critique. C'est un asservissement silencieux si nous permettons que la commodité et la distraction nous guident. La vraie liberté requiert de l'effort et aujourd'hui, cet effort est mental. Merci de m'avoir accompagné dans cette réflexion profonde. J'espère que cela vous a donné des outils pour naviguer dans notre monde numérique complexe avec plus de sagesse et d'autonomie. J'apprécie sincèrement votre temps et votre attention. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous sentez-vous libre ou piégé dans votre vie numérique? Quelle stratégie utilisez-vous pour maintenir votre autonomie? Partagez votre expérience dans les commentaires et abonnez-vous pour plus de voyages qui défient votre esprit.